Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver sur Bismart dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir dans cette émission aujourd'hui Natacha Cambriel, présidente de Butagaz. Bonjour Natacha. Bonjour Eva. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans cette émission. Alors on va faire le sommaire là, ensemble. On va commencer par une séquence qui s'appelle David rencontre Goliath. Vous allez faire face à une start-up. On parlera de vos sujets communs. Ensuite on enchaînera avec la séquence qu'on appelle nous en coulisses, une interview dans laquelle on reviendra un peu sur votre parcours et puis sur votre quotidien, aujourd'hui de dirigeante de Butagaz évidemment. Et puis on terminera par l'interview chrono, 2 minutes comme son nom l'indique. Un exercice, n'ayez pas peur, un exercice de questions-réponses assez rapide. Voilà, j'ai tout dit pour le sommaire. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue à tous dans Smart Boss, c'est parti. Natacha Cambriel, la start-up qui vous fait face, c'est Sublime Énergie, spécialisée dans la liquéfaction du biogaz. On comprend le lien un petit peu avec le fournisseur multi-énergie Butagaz que vous êtes, mais on va essayer de comprendre comment ça marche avec donc son cofondateur et président Bruno Adhémar. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui dans Smart Boss. Bon, je l'ai dit, liquéfaction de biogaz, on va essayer de comprendre en quoi consiste ce processus exactement. Qu'est-ce que vous faites chez Sublime Énergie ? Chez Sublime Énergie, on veut démocratiser la méthanisation à la ferme. Donc on invente un nouveau business model qui est d'aller chercher le biogaz là où il est et de le transporter là où on en a besoin. Le biogaz, c'est un mélange essentiellement constitué de méthane et de CO2. C'est deux molécules qui ne se liquéfient pas ensemble. Donc habituellement, on les sépare à la ferme. Pour ça, il faut avoir des grandes quantités de biogaz. Et pourquoi on les sépare ? C'est pour les mettre dans un réseau, donc c'est mieux si le réseau est à côté. Nous, on apporte une nouvelle solution. On liquéfie les deux molécules ensemble et on transporte le biogaz ainsi liquéfié vers un hub où là, on va pouvoir mutualiser des coûts. Donc on donne accès à la méthanisation à des exploitations agricoles qui sont petites et loin des réseaux et qui sinon n'y ont pas accès. Donc voilà, c'est ce que vous disiez, vous allez le chercher. Donc d'où il vient ? C'est les fermes. 90% de la biomasse est dans les fermes. Et où il va alors après Où il peut aller vers des stations-service. Le biogaz, donc biométhane et CO2 biogénique. Donc on va faire ces stations-service ou ces hubs à l'endroit où on aura le plus besoin de ces produits. Si c'est du bio-GNL, donc du carburant, ça serait plutôt dans des stations-service. Par contre, de plus en plus, le besoin de CO2 biogénique se fait sentir aussi. Et il y aura aussi des hubs de production de CO2 biogénique. Donc on peut aussi imaginer avoir des hubs qui vont être mis à l'endroit où on a besoin de CO2 biogénique. Et comme la logistique du GNL existe déjà, on fait déjà énormément de logistique depuis les ports maritimes pour amener dans les stations où on en a besoin et les endroits qui utilisent du GNL. Donc cette logistique existe déjà. Par contre, la logistique du CO2 n'existe pas encore. Donc autant mettre le CO2 là où on en a besoin et puis utiliser ce qui existe déjà sur le terrain pour transporter le GNL là où on en a besoin aussi. Bruno Adhémar, pour bien comprendre votre constat de départ, vous, c'est qu'il manquait d'options, donc non seulement déjà pour valoriser cette matière-là, et en plus pour la transporter, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est valoriser le biogaz, donner la possibilité de valoriser du biogaz à des exploitations agricoles, à des paysans qui aujourd'hui ne peuvent pas, en fait, parce que les investissements sont trop importants et les quantités de matière qu'ils ont, eux, chez eux, dans leur installation, ne sont pas suffisantes pour valoriser économiquement, je dirais, le biogaz qu'ils peuvent produire. Ça représente quoi aujourd'hui ? Je ne sais pas si vous avez des chiffres à nous donner aujourd'hui, cette matière-là qui ressort aujourd'hui de ces fermes. Aujourd'hui, il y a l'équivalent à peu près de... on consomme 500 TWh de gaz par an, à peu près, dans les réseaux. Il y en a aujourd'hui une quinzaine qui viennent de méthaniseurs. Et puis, on produit aussi de l'électricité. Donc, il y a à peu près 1500 méthaniseurs en France. Nous, notre objectif, à terme, c'est de donner la possibilité à peu près 10 000 fermes dans les 20 ans qui viennent, puisqu'on n'a pas le temps pour la transformation énergétique. On est la première entreprise à mission à avoir été immatriculée en France, donc c'est dans nos missions d'accélérer la transformation et même la révolution énergétique et écologique. Et donc l'objectif, c'est ça, c'est de vraiment démocratiser à la ferme, dans des milliers d'exploitations, notre technologie. Bon, cette thématique de transition écologique, je pense que ça parle. Ça me parle complètement. Est-ce que vous connaissiez déjà d'abord ? Alors, je ne connaissais pas, mais par contre, je me suis renseignée. Je ne suis pas arrivée et puis on s'est rencontrés un petit peu avant pour discuter. Donc, il y a plusieurs choses qui m'ont intéressée dans le parcours de Sublime Énergie. D'abord, c'est le parcours de Bruno.
parce que c'est un start-upper atypique, c'est ce que je disais, hein, on ne sait pas forcément le start-upper qu'on attend, donc je trouve ça très intéressant. C'est de la recherche française. C'est un process qui est développé en France. C'est vrai que nous, aujourd'hui, Butagaz, on distribue du biométhane, mais du biométhane en réseau. Donc, effectivement, on a des partenariats avec des agriculteurs qui ont la chance d'être positionnés à côté du réseau de gaz naturel et donc qui injectent leur biométhane. La solution de Bruno permet de travailler avec des agriculteurs qui seraient plus éloignés du réseau. C'est aussi une solution pour aller décarboner du transport lourd. Et nous, on transporte du gaz dans des camions, hein, près de 500 camions tous les jours sur les routes pour nous. Donc, sa solution m'intéresse vraiment par rapport à ça. Ça peut être vraiment quelque chose pour nous aider à décarboner le transport. Vous pourriez faire appel à une start-up comme ça? Est-ce que c'est déjà le cas d'ailleurs aujourd'hui? Est-ce que vous faites appel chez Butagaz de manière générale à des start-up pour vous aider sur certains axes? Ouais, tout à fait. On a fait des développements de produits qui ont beaucoup de succès. Par exemple, notre 24-24, notre distributeur automatique de bouteilles, a été développé avec une start-up qui développait des serrures électroniques. Donc, qui permettait finalement d'aller commander sa bouteille en ligne ou sur son téléphone et d'aller la récupérer quand on veut. Donc oui, c'est ce genre de partenariat qu'on peut tout à fait construire. Et donc je pense qu'on va rester en contact parce que l'ambition pour 2030 de Sublime Énergie, c'est une belle ambition et je pense qu'il faut l'aider à développer et à réaliser cette ambition. Non seulement les industriels, mais je crois aussi un peu le gouvernement, Bruno. Effectivement, on s'est donné les moyens en décembre de faire une levée de fonds. On n'a pas de produits à vendre aujourd'hui, donc on arrive à avoir des moyens financiers grâce à des levées de fonds. On a réussi à convaincre le Fonds Révolution environnementale et solidaire de Crédit Mutuel à rentrer au capital. Et donc, ça nous donne les moyens, effectivement, d'aller vers un premier pilote à la ferme dans les Côtes-d'Armor, produire les premières centaines de tonnes de bio-GNL et de CO2 biogénique. Et surtout, l'ambition 2030, pour citer la première, parce que j'ai parlé tout à l'heure de 20 à 30 ans pour faire de la transformation et de la révolution énergétique, c'est d'avoir une centaine d'agriculteurs qui travaillent avec nous dans une dizaine de hubs, répartis sur une dizaine de hubs en France, pour produire à peu près 30 000 tonnes par an de bio-GNL et 50 000 tonnes par an de CO2 biogénique. Ils répondent comment, là, actuellement, les agriculteurs ? Les agriculteurs sont extrêmement intéressés. Par contre, maintenant, il faut les convaincre. Alors, déjà, me donner l'occasion d'exprimer ce qu'on fait et d'être vu peut jouer en sens. Mais surtout, quand on aura notre démonstrateur de terrain l'année prochaine, en 2025, c'est là où on réussira à les convaincre. Ils sont extrêmement demandeurs pour une méthanisation, je dirais, raisonnée. J'ai dit tout à l'heure, 80% de la biomasse est produite par les agriculteurs. Donc maintenant, il est temps que cette biomasse leur amène les fruits et les revenus complémentaires auxquels ils peuvent prétendre, tout en restant agriculteurs, évidemment. Natacha Cambriel, c'est un secteur quand même qui est très concurrentiel, que ce soit au niveau des groupes, au niveau des startups aussi, ce secteur-là, énergie, gazier. Voilà, quel conseil peut-être vous pourriez donner à Bruno Hadémar pour réussir son pari ? Pour moi, d'être ambitieux. Il ne faut pas voir petit, il faut voir grand. Il faut pousser les portes aussi pour avoir la bonne législation chez nous qui permette à cette technologie de se développer. Parce que quand on en a discuté tout à l'heure, si ce n'est pas le cas, Bruno il ira vendre sa techno ailleurs. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on se bouge pour faire évoluer la réglementation chez nous, pour favoriser ce type de produit, parce que l'ambition du net zéro carbone à 2050, elle va se réaliser avec des centaines de projets comme celui de Bruno. Donc il faut les aider et il faut réaliser ces ambitions, parce que sinon on n'y arrivera pas. Voilà, si on n'aide pas des startups comme celle de Bruno, on n'y arrivera pas. Donc on va rester en contact, moi je vais rester en contact, on a cette ambition de décarboner notre transport aussi. Et puis si je peux l'aider à ouvrir certaines portes, je serai là. On va en avoir besoin. On est ravis d'avoir créé cette rencontre alors aujourd'hui dans Smart Boss. Merci beaucoup Bruno Hadémar de nous avoir accompagnés en ce début d'émission. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et président de Sublime Énergie. On reste avec vous, Natacha Cambriel, pour la séquence en coulisses. Natacha Cambriel, vous avez fait toute votre carrière quasiment dans l'industrie pétrolière et gazière. Qu'est-ce qui vous a séduit si jeune dans ce secteur ? Alors, soyons honnêtes, je n'ai pas été séduite par le secteur. J'y suis tombée, on va dire, parce qu'à la sortie de mes études, finalement, donc j'avais un diplôme d'ingénieur en génie des procédés. Et puis, finalement, dans une raffinerie, c'était très technique. Je m'ennuyais un petit peu, j'avais envie de faire un peu d'économie aussi. Donc, on m'a conseillé d'aller à l'École nationale du pétrole et des moteurs, à l'époque, ça s'appelait comme ça, et en économie et gestion. Et j'ai eu la chance, cette année-là, qu'ils ouvrent l'apprentissage
au niveau ingénieur. Ouais. Et je me suis présentée chez Shell, qui m'a prise en apprentissage. Et puis après, l'apprentissage s'est bien passé, j'ai continué avec eux. Vous êtes resté combien de temps dans ce 20 ans chez Shell. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Qu'est-ce que vous avez appris là-bas? Alors, ce que j'ai appris, c'est la diversité des équipes, parce qu'en fait, ils m'ont donné très, très vite des responsabilités. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié. J'ai rapidement eu une petite société, 50 personnes à gérer. Je crois que c'était ma deuxième expérience, donc vraiment très, très rapidement. Et puis très vite aussi des responsabilités régionales, donc sur l'Europe, sur l'Afrique du Nord, et puis mondiale vers la fin. Donc vraiment des équipes multiculturelles et une grande diversité de profils et de culture. Et ça, c'est vraiment ce que je retiens de mon expérience chez Shell. Ouais. Vous rejoignez donc ensuite Butagaz, oui, il y a évidemment, en 2014. C'est ça, au poste de directrice des opérations techniques, avant d'être nommée directrice générale en 2019. Puis aujourd'hui, je le disais, vous êtes présidente, évidemment, du groupe depuis 2021. Est-ce que c'est la suite logique, là, ou est-ce que c'est une boîte qui laisse particulièrement sa place pour évoluer? Moi, je trouve que c'est une boîte qui a laissé sa place, parce que le parcours, entre guillemets, classique pour prendre la direction d'une entreprise, c'est d'abord d'être directeur financier. C'est souvent ça. Donc, directrice des opérations et PDG, c'est plus rare. Donc là, il y a eu la confiance de mon patron, d'un homme, donc il faut le dire aussi, voilà, qui a eu confiance, qui a vu que j'avais envie aussi, moi, de me frotter à la direction d'entreprise, qui m'a fait confiance, et je pense qu'il ne l'a pas regretté. Donc, c'est pas forcément naturel, hein. Vous parlez d'un homme, justement. Vous êtes une femme, justement. Elles sont peu nombreuses, déjà, les femmes dans l'industrie, encore moins à des postes à responsabilité comme le vôtre. D'abord, on va parler peut-être de cette responsabilité, si vous le voyez d'ailleurs ou non comme une responsabilité particulière. Mais vous n'avez pas senti que ça a été plus dur à un moment ou à un autre d'être une femme? Non. Moi, je dirais que ça m'a plutôt servi, parce que j'étais souvent, effectivement, la seule femme à la table, donc on se souvenait de moi. Oui. Voilà. Donc moi, j'ai plutôt vu ça comme un avantage. Et surtout, je me suis jamais mis de limite sous prétexte que j'étais une femme. Donc ça m'a jamais posé problème. Et est-ce que vous le voyez comme une responsabilité particulière de donner l'exemple, peut-être? On dit ça souvent. Alors maintenant, oui, c'est pas tellement donner l'exemple, mais c'est plus de partager mon expérience. Ce qui a bien marché, ce qui a moins bien marché aussi. Et ça, c'est plus difficile d'être honnête par rapport à ça, de dire les moments qui ont été plus compliqués dans une carrière. Et ça peut être utile à des jeunes filles qui soit hésitent, soit se demandent si elles vont y arriver, si c'est intéressant, si finalement elles vont s'épanouir dans ces métiers. Leur montrer un exemple de quelqu'un qui s'épanouit. Parce que ce qui est le plus important, c'est que moi, j'adore ce que je fais. Qu'est-ce qui a été compliqué, là? Je reviens sur ce que vous disiez. Alors, par exemple, ça va être très, très précis, mais mon premier retour de mon premier congé maternité, ça s'est très mal passé. Parce que je suis revenue, j'étais pas attendue, donc je faisais le boulot, mais j'avais pas le titre, et donc j'ai dû quelque part en urgence me retrouver un poste, alors toujours dans la même société, mais parce qu'avec mon patron, là, le retour s'est très mal passé. J'ai beaucoup mieux géré le deuxième. Du coup, le deuxième, j'avais anticipé ça, le retour était prévu, j'ai changé de poste, etc. Et ça, c'est souvent une interrogation des jeunes femmes qui revient très souvent. Parce que finalement, les moments de carrière qui sont différents pour un homme et une femme, c'est souvent ça, la gestion des congés maternité et la crainte des managers d'avoir quelqu'un qui va s'éloigner du travail pendant quelques mois. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut finalement apprendre à gérer. Et moi, j'ai appris. Et ça, vous faites beaucoup transmettre, discuter avec des jeunes femmes, notamment dans votre secteur, raconter votre histoire? Alors, ce que je fais beaucoup, déjà, dans mon entreprise même, chez Butagaz, je partage beaucoup, avec les femmes de mon entreprise. Et puis, j'ai rejoint le réseau industriel. Donc, c'est un réseau qui est aujourd'hui animé par le ministre de l'Industrie, et qui est là pour promouvoir justement la place des femmes dans l'industrie, puisqu'il n'y a effectivement que 30% de femmes dans l'industrie. Et donc, dans ce cadre-là, je fais des interventions, soit dans des salons, soit, j'espère bientôt, dans des lycées, dans des collèges, parce que ça part de là, en fait, de donner envie aux filles de choisir les sciences. Elles y excellent très souvent à l'école. Et puis finalement, elles renoncent. Elles renoncent à un moment donné. Parce que je pense qu'elles se disent, peut-être c'est des métiers sales, où ça va être compliqué à gérer avec une vie de famille, où on les décourage à un moment donné. Et donc le partage d'expérience, je pense que c'est très important de le faire. Vous avez raison, donner envie, c'est déjà très important. Là, au niveau plutôt évolué, on va dire, chez Butagaz par exemple, quelles sont concrètement vos actions pour essayer, tenter en tout cas de faire respecter la parité? Je sais que des fois, c'est pas facile quand on a moins de candidates que de candidats. Évidemment, donc c'est pour ça que c'est important de faire ce travail tôt. Mais en tout cas, qu'est-ce que vous essayez de mettre en place pour recruter un maximum de femmes et essayer de faire respecter la parité? Alors déjà, au niveau du recrutement, parce que ça part de là, aujourd'hui, on demande systématiquement aux recruteurs de nous amener autant de CV d'hommes que de femmes.
Donc déjà, ça ne veut pas dire qu'on prendra forcément une femme, mais en tout cas, dans le choix, on aura vu autant de candidates que de candidats. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a mis en place un programme spécifique de leadership féminin, même si j'aime pas trop ça, parce que je pense que le leadership, c'est le leadership. Mais bon, pour en tout cas donner confiance à nos femmes qui ont du potentiel, qui ont envie et qui peut-être se posent des questions. Donc ça s'appelle Springboard, c'est de la formation, et ça les aide à prendre confiance finalement et à développer leur potentiel. Je porte une attention toute particulière en tant que dirigeante au congé maternité. Oui. Voilà, à comment on accueille ça. Donc déjà, on dit félicitations, c'est une très bonne nouvelle. On ne commence pas par faire une grimace. Et puis quand on prévoit le départ, on prévoit le retour aussi, important pour moi. Et puis après, le zéro tolérance à la discrimination. Ça, les propos sexistes, les problèmes de ce type-là ne sont absolument pas tolérés chez Butagaz. Pourquoi vous diriez que c'est une cause qui vous tient particulièrement à cœur, cette cause de la parité, de la diversité dans l'entreprise ? Je pense parce que je trouve que... Alors, on n'est pas à plaindre en France. Ouais. Très sincèrement, quand on se compare, justement, moi j'ai beaucoup travaillé aussi à l'étranger, dans des environnements qui étaient beaucoup plus hostiles que la France. Donc voilà, on peut être fier déjà de ce qu'on a, mais on peut encore s'améliorer. Et moi je pense aussi qu'il y a une question de business case. C'est-à-dire que moi je pense que les équipes les plus performantes que j'ai dirigées, c'était des équipes diverses. Oui. Alors, hommes-femmes, c'est une partie de la diversité, mais il n'y a pas que ça. Il y a tout le reste. Il y a la culture, il y a les origines, il y a la formation. Et plus l'équipe est diverse, mieux vous allez prendre vos décisions, parce que vous allez avoir une espèce de regard 360 sur les choses, et pas seulement votre regard à vous, de femme ou d'homme, avec vos biais, entre guillemets, culturels. C'est pragmatique en plus. Ah, mais complètement. C'est un intérêt, performance, quoi. Exactement, c'est un intérêt business. On va parler de vos différentes casquettes aussi, puisqu'en plus d'être présidente de Butagaz, vous êtes également membre du COMEX, du groupe, du Management Committee de Liquid Gas Europe, et présidente de l'association France Gaz Liquide. Qu'est-ce qu'elle vous apporte, ces différentes casquettes, à l'exercice de votre fonction de dirigeante? Voilà, alors présidente de France Gaz Liquide, je l'ai été, je le suis plus, c'est tournant. Mais alors, il y a d'abord l'idée de la défense du gaz, du rôle du gaz dans le mix énergétique. Ça, c'est ce qu'on fait au niveau européen avec Liquid Gas Europe et avec France Gaz Liquide. Vous parlez de réglementation tout à l'heure. Exactement. C'est pour dire, il faut décarboner, mais on n'a pas le luxe aujourd'hui de supprimer complètement une énergie. Donc, aidons le gaz à se verdir, parce que nos clients en ont besoin. Et en particulier, si je parle de mes clients propane et butane, en régions qui sont loin des réseaux, comme Bruno le disait, ces clients-là, ils n'ont pas le choix que d'avoir du gaz vert. Voilà. Donc ces clients pro et ces clients particuliers, il faut les aider. Donc ça, c'est ce que je fais. Je porte cette voie-là. Et puis après, au niveau du COMEX, mon rôle, c'est d'aider à la stratégie de diversification du groupe, finalement. Puisque moi, dans mon business à moi, on fait du propane et du butane, on fait des granulés de bois, on fait du solaire pour des clients particuliers, mais on fait plein d'autres choses chez Butagaz. On fait du gaz naturel, on fait de l'électricité, on fait du photovoltaïque. On a une marque d'ailleurs pour ça qui s'appelle WeWise. Et tout ça, ça s'est développé parce qu'un jour, le COMEX s'est réuni et s'est dit, OK, on ne peut pas rester là où on est, il faut bouger pour répondre aux attentes de nos clients. Et donc, je participe à ça au niveau du COMEX. Et l'axe principal aujourd'hui, c'est quoi? C'est la transition écologique? On pourrait dire ça complètement. Le grand défi, moi aujourd'hui, si je parle de mes défis de dirigeant, il y a un premier qui est assurer la sécurité de mes opérations. Ça, pour moi, c'est la première. Deuxièmement, c'est la décarbonation, celle de mes opérations et celle de mes clients. Et après, la performance et la compétitivité de notre entreprise. Vraiment, moi, aujourd'hui, ma feuille de route, c'est celle-là. Comment vous avez vécu ces dernières années, ces derniers mois, notamment par rapport aux tensions importantes sur le prix du gaz? Voilà. Comment on fait quand on est dirigeant d'entreprise face à des crises comme ça, là, qu'on traverse? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cette stratégie, la RSE, voilà, est-ce que c'est des choses des fois qu'on doit mettre entre parenthèses parce qu'on... Non, jamais. Moi, je ne crois pas ça. Je pense qu'il faut prendre le temps de... D'abord, il ne faut pas s'affoler. Oui. Il ne faut pas paniquer, parce que ce qu'on a vu beaucoup, c'est nos clients qui paniquaient. Donc, ils sont allés acheter beaucoup de gaz pour faire des réserves, parce qu'ils avaient très peur. Pas que du gaz, d'ailleurs, ils ont acheté plein de choses pour faire des réserves. Donc, la première chose, c'est ne pas paniquer et rassurer nos clients. On avait vraiment une grosse inquiétude des clients de pouvoir toujours leur fournir une énergie et de les accompagner, parce qu'effectivement, les coûts augmentaient, mais de les accompagner au mieux par rapport à ça. Donc, nous, notre volonté, ça a été de faire ça. Et des crises, on a vécu beaucoup, parce que quand j'ai pris la tête de Butagaz, on est rentré en Covid pratiquement tout de suite. Donc, et finalement, on s'en est très bien sorti. Et moi, ce que je trouve, surtout derrière, c'est que la confiance des clients est encore renforcée. On a aujourd'hui 93% de nos clients qui sont satisfaits de nos services. C'est exceptionnel dans l'énergie. Une crise, c'est rassurant et pour les clients et pour les équipes aussi. Parce qu'après, on prend le temps de célébrer le fait que c'était pas facile, mais on l'a fait. Donc vous direz que votre style de management dans une situation de crise, c'est de pas paniquer, quoi. Ah oui, c'est ça. Pas paniquer et par contre de jouer collectif. Faut être présent, faut se montrer, faut pas avoir peur d'être transparente aussi, de dire quand on sait pas.
C'est pas forcément aussi facile, ça, quand on est dirigeant. Mais si on a bâti cette confiance et avec les clients et avec ses collaborateurs en amont, au moment de la crise, c'est pas là qu'il faut bâtir la confiance. Il faut que ce travail il était fait avant. Et si vous l'avez fait avant, tout se passe bien au moment de la crise. Et bien justement, pour rebondir sur ce que vous disiez sur le collectif, c'est quoi votre secret? C'est quoi le secret d'un dirigeant, en tout cas là en l'occurrence le vôtre, pour constituer, former une équipe performante autour de soi? C'est important d'être bien entouré. Vous, c'était quoi votre secret pour avoir des gens autour de vous qui sont performants? Déjà, c'est de recruter des gens qui ne me ressemblent pas. Ça, c'est un défaut qu'on a au tout début de sa carrière. Souvent, on est attiré par des gens qui ont le même style de leadership, la même façon de travailler. Voilà, parce que c'est plus facile. On se verrait bien boire un verre avec ou faire une sortie avec. C'est pas ça le point. Le point, c'est de trouver des gens qui vont vous aider justement à combler, vos faiblesses. Donc ça, c'est le premier point. C'est recruter des gens qui sont différents. Et puis, c'est les connaître. Moi, je pense pas qu'on puisse former une équipe performante si on connaît pas les personnes avec qui on travaille, si on sait pas ce qui les anime, si on ne connaît pas leurs valeurs, si on ne prend pas le temps de les écouter. Et puis leur donner de l'autonomie et leur faire confiance. Moi, je suis pour l'autonomie, la confiance, pas de micromanagement. Butagas, c'est une petite boîte, pardon. Non, c'est quoi l'autonomie des salariés? Alors, ça veut dire leur donner très vite des responsabilités, leur dire, voilà, l'objectif, c'est ça, comment tu y vas? C'est toi qui vois. Moi, je suis là pour t'aider et t'accompagner et te conseiller si tu as besoin. Mais c'est ta responsabilité. Et voilà. Et je pense que c'est plus intéressant pour eux. Il n'y a pas de micromanagement. Il n'y a pas de politique chez Butagaz. On est trop petit pour ça. Et je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a un bel attachement à l'entreprise. Et finalement... Bon, des personnes qui nous quittent, oui, mais peu. On a des personnes qui sont là depuis des dizaines d'années. Voilà. C'est intéressant parce qu'on m'a dit sur vous, donc on va peut-être en reparler tout à l'heure, vous n'êtes pas vraiment, votre bureau, il n'est pas vraiment au siège, il n'est pas à Paris, il est à Rognac. On en reparlera. Moi, on m'a dit que quand vous veniez travailler sur Paris, vous alliez travailler dans l'open space, comme tout le monde. Voilà. Ça me semble... Le bureau fermé, c'est terminé. Donc ça, c'était... Alors, on avait déjà plus de bureaux fermés, nous-mêmes, avant Covid. Mais post-Covid, ce qu'on a fait en plus, c'est vraiment le flex desk. Donc, on n'a même plus de bureaux attitrés. On réserve un bureau avant d'arriver le matin. Et vous, en tant que présidente de Butagaz, de la même manière, vous avez réservé vos bureaux le matin. Mais moi, je trouve que ça, c'est bien. Et même idéalement, mais ça, j'arrive pas toujours à le faire, je vais pas mentir non plus, idéalement, je devrais pas ouvrir mon ordinateur quand je suis au bureau. Je devrais être qu'en réunion, qu'avec des gens, à rencontrer des personnes et pas à faire de l'email. L'email, je peux le faire en télétravail ou je peux le faire dans les trains, parce que j'en prends pas mal. Voilà. Idéalement, il faudrait que je fasse ça. J'arrive pas toujours à le faire, parce que ça, c'est... Mais idéalement, ça serait ça. Et tout le monde est comme ça. Tout le monde est en open space enfin moi je trouve ça très très bien. Travailler comme ça vous apporte quoi à vous? Et peut-être que qu'est-ce que ça apporte aussi aux équipes? Vous êtes peut-être un peu parler pour elles, mais d'abord je suis au courant de plein de trucs du coup. Donc ça c'est le petit revers de la médaille aussi pour les équipes, parce que bon du coup on entend ce qui se passe. Donc déjà il y a une accessibilité qui est plus facile aussi. Moi j'ai connu l'époque où le patron, on comptait même le nombre de fenêtres dans les bureaux pour le patron. Le grand patron c'était 3 fenêtres, c'était ça. La porte était toujours fermée, il y avait une secrétaire à l'entrée. Donc il y a un problème d'accessibilité finalement. Et si vous êtes comme ça dans une tour d'ivoire, là encore, vous ne voyez pas les choses évoluer. On ne vient pas vous annoncer les mauvaises nouvelles. Donc vous les apprenez trop tard, par exemple, et vous ne pouvez pas agir. Donc moi, je trouve que l'accessibilité, c'est très, très important. Donc votre siège, il n'est pas à Paris, c'est ce que je disais, à Rognac, dans les Bouches-du-Rhône. Alors, c'est ça? Non, le siège de la boîte est à Levallois-Perret, mais moi, mon bureau, je suis restée basée en usine. Voilà, d'accord. Donc vous êtes près de l'usine. Oui, je suis arrivée directrice des opérations, en fait. Et donc, ça m'a semblé naturel, en tant que directrice des opérations, d'aller dans une usine, plutôt que d'aller dans un siège. Et en tant que présidente aujourd'hui, pourquoi ça me pose pas de problème. C'est là-bas. Ça me pose pas de problème. Et puis je trouve que ça, c'est important aussi pour une entreprise qui parle de transition énergétique dans les territoires, et de montrer qu'il y a des gens dans les territoires. Aujourd'hui, on a 16 sites industriels partout en France. On a 3 sites principaux qui sont à Toulouse, à Amiens et à Quimper, et un à Corté, en Corse aussi. Donc on est vraiment proche de nos clients. Et moi, je trouve que c'est normal pour moi aussi d'être proche de mes clients et proche de mes équipes. Pour rester sur cet aspect territoire, dans les portraits réalisés sur vous dans la presse, revient beaucoup le fait que vous soyez originaire de Marseille. Oui. Voilà. Est-ce que c'est une fierté pour vous ? Disons que ça peut donner un peu une autre image de Marseille. Mais récemment, il y a eu le passage de la Flamme qui a donné aussi une autre image de Marseille. C'est une ville
populaire, super dynamique. Moi, j'adore Marseille. Hein. J'ai beaucoup aimé cette ville. J'ai fait toutes mes études. Après, je suis partie sur Toulouse et Paris. Ça vous dérange pas d'être présentée comme la Marseillaise présidente de... On m'a même appelé la Minote dans un article. Pas du tout. Moi, ça me gêne pas du tout. Non, au contraire. Je voulais vous poser une question, alors qu'on ne pose pas qu'aux dirigeantes. Hein. Attention, dans Smart Boss, on la pose aussi aux dirigeants, mais c'est la question de la répartition, l'équilibre vie pro, vie perso. Vous, comment vous vivez ça, Natacha Cambriel? Alors, il y a plusieurs points. D'abord, je pense que c'est quelque chose de très personnel. Oui. Donc, c'est pas la même chose pour tout le monde. Ça, il faut le savoir. 2, c'est pas la même chose tout au long de la vie. Parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, les mêmes demandes. Donc moi, la façon dont je l'ai vécu, c'est d'être toujours très honnête par rapport à moi-même. C'est-à-dire que moi, j'avais de l'ambition. Il faut dire aussi, moi j'aime mon travail, donc je voulais m'y investir. À côté de ça, j'avais envie d'avoir une vie de famille. Donc il a fallu d'abord choisir le bon mari qui m'a accompagnée, qui a joué son rôle aussi, voilà, qui a su prendre aussi sa place et sa part de la fameuse charge mentale. Et puis honnêtement, nous dans nos positions, on n'est pas les plus à plaindre, parce que moi j'avais aussi des grands-mères qui étaient disponibles, donc qui ont pu m'aider. Et puis j'avais des nounous aussi, j'ai pu prendre des nounous pour les sorties d'école. Donc je pense que c'est beaucoup plus difficile pour d'autres profils, d'autres femmes qu'on dit dans des postes en première ligne, de gérer ce type de difficultés. En tout cas, c'est quelque chose qui doit être pensé quand même à un moment. Pensé et exprimé clairement et en transparence. C'est-à-dire que moi, je recommande toujours aux femmes d'en parler en transparence. Et si on en parle en transparence, aujourd'hui, il n'y a pas de raison qu'on ne trouve pas des solutions ou des façons d'aménager. En particulier, maintenant, il y a quand même le télétravail. Donc, on peut très bien imaginer quelqu'un qui, à 4 heures, s'occupe de ses enfants parce qu'ils sont là, et puis qui va reprendre, alors, c'est pas possible, encore une fois, dans tous les métiers, mais qui va reprendre un peu plus tard quand ils sont couchés. Moi, c'est pas un truc qui me... Encore une fois, je micromanage pas. L'objectif, c'est celui-là, tu l'as atteint, c'est super. Si tu l'as fait à 20 heures, tu l'as atteint quand même. Merci, Natacha Cambriel. Comme promis, on termine cette émission par l'interview chrono. L'interview chrono, Natacha Cambriel, est-ce qu'il y avait un métier que vous vouliez faire, que vous rêviez de faire quand vous étiez enfant? Alors pas trop, mais en y réfléchissant, je me dirais peut-être pilote d'avion à l'époque. Ouais. Moi j'aimais bien voyager, donc ouais. L'application aujourd'hui que vous utilisez le plus? Waze. Waze, ok, très bien. Ouais, on prend la route. Je suis toujours perdue moi, donc je n'ai pas un bon sens de l'orientation. La destination de vos dernières vacances? La Corse. La Corse, très bien. Le dernier livre que vous avez lu? Alors ça, c'était un polar, Les Roches Rouges. Ok, très bien. Qui se passe en Corse d'ailleurs aussi. Et ben voilà, toujours la Corse. Est-ce que vous pouvez nous citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que vous admirez, que vous regardez, que vous aimez bien? Alors non, je ne pourrais pas vous en citer une, en fait. Mais moi, je suis admiratrice de toutes les entrepreneuses, j'ai envie de dire, justement les femmes qui se mettent à entreprendre. Parce que c'est beaucoup plus difficile pour une femme aujourd'hui de lever des fonds. Et c'est beaucoup plus difficile de gérer aussi ce côté, c'est ma boîte, j'en ai la responsabilité, et en même temps, j'ai ma vie personnelle. Donc moi, je suis très admiratrice de toutes les femmes, les agricultrices, les artisans, les start-upeuses qui lancent leur boîte. Votre meilleur souvenir chez Butagaz? Ça va être dur d'en choisir qu'un, mais on va dire un de vos meilleurs souvenirs, si vous voulez en choisir. Alors, un de mes meilleurs souvenirs, je dirais que c'est quand même quand j'étais nommée présidente. Ça, c'était un beau souvenir. C'était un beau souvenir. Ça paraît logique. ChatGPT, est-ce que c'est quelque chose, vous êtes émerveillé ou plutôt apeuré par cette technologie? Non, moi je suis quand même émerveillée. Après, il faut voir ce qu'on va en faire. C'est toujours pareil, mais c'est quand même hyper puissant en termes de ce que c'est capable de faire, de traduire, de vous faire parler un langage que vous ne connaissez pas, une langue que vous ne connaissez pas. Moi, je trouve ça... Après, il faut savoir l'utiliser et l'encadrer. Merci beaucoup, Natacha Cambriel, d'avoir répondu à toutes nos questions, de nous avoir fait l'honneur de venir aujourd'hui dans Smart Boss. C'est moi qui vous remercie. Non, on était ravis de vous recevoir. Je rappelle, vous êtes la présidente de Butagaz. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ce sera avec Charlie Perrault pour un nouveau numéro de Smart Boss. Merci à tous et à très vite sur Bismart. Salut.